Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau JFT, l'émission qui parle de vous et qui nous rattache à ce qu'est la vie finalement. Mort. T'es mort soumis. Notre rapport à la mort est complexe. On en a peur, on en fait un déni, on fait comme si ça n'avait rien à voir avec notre quotidien, mais en réalité, elle est partout, à travers l'actualité. Notre entourage, nos petits compagnons, mais également nos séries préférées et les films que nous allons voir au cinéma, nous y sommes confrontés en permanence. Et pourtant, on l'évite, surtout dans nos conversations collectives. On fait comme si l'autre n'était pas au courant et comme si on voulait pas lui apprendre la mauvaise nouvelle. Et c'est surtout notre rapport intime à la mort qui a changé ces dernières années. Grâce au changement des mœurs et à la proximité que donne Internet avec ce sujet, que ça soit à travers des écrits, des vidéos ou bien des contenus un peu plus sombres et explicites, aujourd'hui on a tendance à inclure un peu plus la mort dans notre quotidien et à travailler son acceptation. C'est un sujet qui m'a toujours passionné, je suis très curieux de nature et sur cet épisode on va pouvoir aborder ça de façon un peu plus léger. Mais je préfère quand même vous prévenir, certains sujets dont je vais parler sont un peu particuliers. Ça va pas être très joli, je préfère vous prévenir, mais comme je le dis, c'est une émission qui parle de vous et vos histoires sont souvent indissociables de la mort. Et bah génial, on y va! États-Unis, État du Kentucky, octobre 2021. T.J. Hoover est admis aux urgences de l'hôpital Baptist Hills de Richmond. Il vient de subir une overdose de drogue et très rapidement les médecins le déclarent en état de mort cérébrale. Dans cet état, les médecins considèrent qu'il ne reviendra probablement jamais à lui et qu'il vaut mieux l'aider à partir. Pourtant, Donna, la sœur de T.J., à son chevet depuis son hospitalisation, affirme qu'elle a vu les yeux de son frère s'ouvrir à plusieurs reprises durant sa période d'observation. Celui-ci balayant la pièce comme s'il essayait de comprendre un petit peu où il était. Mais rien n'y fait et après un dernier passage au bloc, T.J. Hoover est officiellement déclaré mort par les médecins. Après vérification, il s'avère que T.J. était inscrit au registre des donneurs d'organes. Ils préviennent la famille et se mettent rapidement au travail pour retirer les organes de T.J. Mais dans le bloc, quelque chose cloche. C'est évident, T.J. est encore en vie. Pour tester si un cœur est suffisamment sain pour être transplanté, on procède à un cathétérisme cardiaque. On fait passer un cathéter par l'une des veines ou artères jusqu'au cœur afin d'analyser celui-ci. Et c'est durant ce test que T.J. s'est réveillé, se débattant sur la table et pleurant comme si il savait très bien ce qu'allait se passer. Parce qu'en vérité, il savait très bien. Dans la salle d'opération se trouvent alors plusieurs personnes, notamment les responsables de l'association CODA qui s'occupe de la transaction des organes d'un patient à un autre. Cette situation, elle a fait éclater un conflit entre les deux parties, les médecins et l'association, et le chirurgien a tout de suite quitté la salle en déclarant qu'il ne voulait rien avoir à faire avec ça. La coordinatrice de CODA qui était présente s'est mise à pleurer, les insultes sont parties dans tous les côtés, tout le monde s'est rejeté la faute un petit peu mutuellement. Cette scène, qui nous est relayée par le journal NPR, est complètement chaotique. Mais alors, comment a-t-on pu en arriver là? Aux États-Unis, on compte plus de 103 000 personnes en attente d'une transplantation. Ces opérations sont gérées par des organismes comme la CODA et elles reçoivent évidemment de gigantesques pressions pour augmenter le nombre d'organes prélevés afin de sauver davantage de vies. Et pour ce qui est de l'état de mort cérébrale, eh bien, il n'y a pas de réelle définition qui permette aux médecins de réellement s'accorder. La loi elle-même est assez floue d'ailleurs et c'est un débat qui est assez houleux outre-Atlantique. Je vais pas vous résumer tout ça parce que c'est assez indigeste, mais globalement, l'état de mort cérébrale est déclaré à partir du moment où le cerveau s'est arrêté pendant un temps assez long pour que ce soit irréversible. Sauf qu'en vérité, le cerveau, il s'arrête vraiment jamais totalement. Et il s'adapte même plutôt bien à cette situation. Si une partie s'arrête, une autre peut prendre éventuellement le relais et du coup, au niveau de définition, ça casse un peu le truc, quoi. Ce flou plus la mise sous pression du personnel médical pour pouvoir récupérer le plus d'organes frais possible, et on en arrive à T.J. Hoover qui se transforme en mort-vivant sur son lit de mort. Le groupe Organize est un organisme qui s'occupe de la surveillance du système de transplantation d'organes aux États-Unis. Et ils ont déclaré suite à cette affaire que ce genre d'allégation avait une régularité alarmante. Ce n'est pas un cas isolé. Nous étions en fait au bloc opératoire. Nous avions ouvert le patient et étions en train de préparer ses organes. Lorsque le respirateur s'est déclenché, l'anesthésiste en bout de table a alors déclaré « Hey, je pense que ce patient vient de respirer. Si le patient respire par lui-même, cela signifie qu'il n'est pas en état de mort cérébrale. » Nous avons été assez choqués qu'un membre de l'OPO, un organisme de transplantation un peu comme la CODA, ait
si peu de connaissances sur la mort cérébrale qu'ils puissent dire « Oh, vous devriez y aller !» Et nous nous sommes dit « Non, nous ne prendrons aucun risque en assassinant un patient. » Parce que c'est ce qui se serait passé si ce patient était réellement bien vivant. Le cauchemar de beaucoup de gens, c'est une réalité active. Aujourd'hui, TG est toujours en vie. Alors, il a des petits problèmes de mémoire, de marche et de parole, mais il est tout à fait apte à vivre une vie largement normale. On le voit ici avec sa sœur 2 ans après avoir été déclaré mort. Suite à cette affaire, de nombreuses personnes directement concernées ont tout simplement démissionné. Ça a été le cas des chirurgiens et de la coordinatrice CODA, qui n'ont juste pas supporté le coup de pression mis par l'hôpital. De plus en plus d'êtres humains, de plus en plus de malades, des conditions de moins en moins acceptables et ça mène à ce genre de situation. Et selon des témoignages d'anciens médecins, il y a des patients qui auraient réellement pu se faire opérer dans ces conditions. Ça a pu arriver. Réellement. Et ça fait froid dans le dos. Une sorte de paralysie du sommeil où les monstres sont des personnes en qui tu devrais avoir confiance. Et à la fin, tu te réveilles pas vraiment. Ok, on passe à autre chose parce que là, je sens que je vais pas vous garder 10 minutes avec ces sujets-là. Après, pas sûr que la prochaine soit plus encourageante, hein. Je viens de vous débloquer une phobie, laissez-moi vous en débloquer une nouvelle. On est jeudi, il est 23h40, vous rentrez de vos vacances à Bangkok, direction Munich, par le vol LH 773 de la Lufthansa. Ce que vous ignorez, c'est que vous allez sans doute passer la pire soirée de toute votre vie. Ne me remerciez pas. Exactement comme Martin et Karine Missfelder. Karine est infirmière à l'hôpital universitaire de Zurich et elle raconte cette soirée cauchemardesque. Quand Karine rentre dans l'avion, elle remarque un homme d'une 60aine d'années assis quelques sièges à côté d'elle en diagonale. Et cet homme ne va visiblement pas terrible. Dès les premières minutes, cette infirmière de profession sent qu'il y a quelque chose qui va pas avec ce mec-là. Sueur froide, respiration accélérée, état apathique. Karine décide de prévenir le personnel de vol avant le décollage. Se succède alors une hôtesse, puis deux, puis le capitaine de l'avion. La femme de l'homme assise à côté dit que son mari a dû courir pour avoir son vol, d'où son état, qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Par précaution, le capitaine va quand même demander au micro si un médecin était présent dans l'avion pour pouvoir l'ausculter. Un homme va alors l'examiner. Alors la communication elle est un peu difficile parce que l'homme ne parle pas du tout anglais, mais après quelques minutes, le médecin donne son accord pour le vol. Le vol se passa super bien, tout le monde rentrera à la maison. Hop là! Bah non, bien évidemment que la suite est horrible. Quel intérêt sinon? L'avion décolle. Alors on sert un thé à la camomille à ce monsieur pour le détendre, mais sa femme finit par lui tendre un sac, une fois, 2 fois, et Karine elle le voit bien, assis sur son siège, le sac là, il est rempli de sang. Et là ça fait que quelques minutes que l'avion a décollé. Bangkok-Munich, c'est 14 heures de vol. L'état de l'homme continue à s'empirer quand soudain, un jet de sang jaillit de sa bouche et de son nez en même temps. Le couple Missfelder raconte « C'était une horreur absolue. Tout le monde criait, l'homme perdait des litres de sang, les murs et les sièges étaient repeints. Les agents à bord vont alors commencer à faire une réanimation dans le chaos absolu. Visiblement assez peu habitués à ce genre de situation, la réanimation est assez aléatoire et Karine raconte que c'est évident assez rapidement que l'homme n'est plus en vie. Je vous laisse imaginer le chaos dans l'avion à ce moment-là. L'expression silence de mort n'a jamais eu autant de sens. L'homme est transporté dans les cuisines de l'avion afin d'être à l'écart des passagers et quelques minutes plus tard, l'annonce sera faite que cet homme est réellement décédé et que l'avion doit faire demi-tour. Imaginez 2 secondes, vous êtes bloqué dans un avion avec un homme mort de façon mystérieuse en ayant aspergé tout le monde avec son sang. T'as une bonne heure d'avion pour te faire tous les films que tu veux. Retour à l'aéroport de Bangkok et les passagers sont complètement abandonnés. Personne ne s'est soucié de nous. Nous avons attendu 2 heures. Il n'y avait aucune équipe soignante, personne. Le pire cependant fut que l'épouse du passager décédé a dû passer la douane seule. Elle est restée là, seule et apathique à supporter toutes les formalités. Nous regrettons que personne ne se soucie de la trentaine de passagers traumatisés. C'est inacceptable. Ils finiront par rattraper leur vol un tout petit peu plus tard, mais clairement, il y a des scénarios de destination finale qui se perdent. Pas plus de détails sur la cause de la mort de cet homme et sur pourquoi on l'a autorisé à prendre ce vol. Sale histoire, mais là bon, pour le coup, c'est la faute à pas de chance. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, il n'y aura pas de décès dans cette prochaine news. Mais mauvaise nouvelle pour moi, je dis définitivement adieu à la monétisation. Peut-être même que cette vidéo ne restera pas longtemps en ligne, donc si vous voulez être sûr de la revoir, rendez-vous sur mon Tipeee. À partir de 20 € de tip, je vous donne accès à toutes les vidéos via DL avec 1 jour d'avance, en plus de plein d'autres contreparties. Pas de pub pour vous, une meilleure qualité vidéo et un énorme soutien pour la chaîne. Je vous mets le lien en description, mais maintenant on va parler de Suisse. Voilà, c'est bien la Suisse. Pour parler de se donner volontairement la mort, on va parler de la Suisse. Voilà.
Comme ça, on va épargner un petit peu le robot YouTube. Lui aussi, il a besoin de repos, vous savez. Ah, le Japon, la sexualisation des mineurs, le sexisme traditionnel et la culture du suicide. Bon, ouais, à un moment donné, il faut dire les termes. Ils ont fait Dragon Ball aussi. Le seppuku, plus connu sous le nom de harakiri en Europe, est chez les samouraïs japonais du XIIe siècle un rituel consistant à se donner la mort en s'ouvrant le ventre avec un sabre. C'est un acte traditionnel considéré comme une véritable marque d'honneur, de courage et de fidélité. Cette tradition va quand même perdurer jusqu'au XXe siècle avec le dernier cas marquant, celui de l'écrivain d'extrême droite Yukio Mishima en 1970. Monsieur Mishima, à qui on rend hommage d'ailleurs chaque année à l'occasion de l'anniversaire de son petit Suisse. Et franchement, le mont Fuji, c'est pas un banger ça? Maintenant qu'on a contextualisé le seppuku, laissez-moi vous parler d'un concours qui a fait un petit peu polémique récemment au Japon. Un concours de simulation de petit Suisse. Voilà. Ah bah ça a gueulé sur Pokémon Go, faut bien qu'on trouve un moyen de s'amuser. Les participants devaient incarner des samouraïs se tordant de douleur après un seppuku traditionnel. Ce concours devait avoir lieu dans la ville de Matsue, à l'ouest du Japon. Montrez vos incroyables talents d'acteur alors que vous agonisez durant environ 1 minute après vous être ouvert le ventre avec une épée en plastique. Et ça, c'est l'annonce qui est parue dans le journal local. Le lieu n'a pas été choisi au hasard puisque Matsue était connu au Moyen-Âge pour ses samouraïs et ses seigneurs féodaux. Selon l'organisateur, il voulait encourager certaines personnes à devenir des acteurs ou des créateurs de festivals étranges. J'ai pas compris. Mais face à une grosse mobilisation sur les réseaux sociaux, le tournoi a été annulé, et tant mieux. Parce que la mairie, même si elle trouvait ça pas forcément judicieux, elle avait aucunement l'intention d'annuler ce concours. Hein. Ah, on touche pas aux traditions, bonjour la corrida. Il aura fallu que l'organisateur se sente menacé par des poursuites judiciaires pour faire stopper cette blague de très mauvais goût. Romantiser le suicide, c'est vraiment une sale manie du Japon qui gagnerait vraiment à disparaître. Et si la grande majorité des Japonais sont d'accord, il y a encore une tradition japonaise qui y trouve du charme. Heureusement qu'en Europe, ça n'existe pas, cette romantisation du suicide. Ça n'existe pas, hein. Voilà, fin de cet épisode, ça y est. À chaque fois, je vous dis que ce sera plus soft la prochaine fois. Bon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et ça y est, ça part. Je vous vois partir déjà, merci. Pour ceux qui sont encore présents, on se retrouve évidemment sur Twitch, sur TikTok et sur Instagram pour du contenu exclusif. Et mon Tipeee qui est ouvert, on en a parlé un petit peu plus tôt. N'hésitez pas, ça me fait vraiment plaisir. Prochain épisode très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. J'en fais trop pour aujourd'hui. À bientôt.